Parce qu'en effet, si l'économie quotidienne de l'Empire inca repose sur des communautés paysannes largement autosuffisantes, l'État impérial superpose à cette trame locale un système d'une redoutable efficacité. Ce système, je vous l'ai dit, ne prélève pas des biens, mais du temps. Il ne repose pas sur l'impôt, mais sur le travail. Il ne cherche pas à faire circuler l'argent, mais à mobiliser la main-d'œuvre. C'est le cœur même de la puissance inca. Contrairement à leurs voisins aztèques ou mayas, les Incas n'imposent pas de tribut régulier en nature ou en objet. Ils exigent des journées de travail, ce qu'on appelle la mita. Le terme signifie littéralement tour ou roulement, si vous voulez. Chaque membre du Neilu, une fois son foyer constitué, doit périodiquement accomplir un service au profit de l'État pour 1 mois ou 2 par an. Ce service peut prendre des formes multiples, travailler les terres de l'Inca, s'occuper de ses troupeaux, construire des routes, des ponts, des édifices, entretenir les entrepôts, tisser des vêtements ou servir dans les garnisons. La mita n'est pas perçue comme un impôt arbitraire en fait. Elle s'inscrit dans une logique profondément andine de réciprocité. En échange de son travail, le paysan est nourri, vêtu et abreuvé par l'État. La corvée s'effectue souvent dans un contexte collectif et festif, encadré par les autorités locales. Ce mode de prélèvement est même si bien intégré aux mentalités qu'au moment de la conquête espagnole, certains indigènes jugent plus injuste de devoir payer un tribut en biens aux Espagnols que de travailler gratuitement pour l'Inca, c'est vous dire. Grâce à la mita, l'État impérial peut mobiliser une force de travail colossale. Faut imaginer ça. En quelques décennies, il fait construire un réseau de routes, de ponts suspendus, de terrasses agricoles, d'entrepôts et de bâtiments administratifs d'une ampleur exceptionnelle. Cette organisation compense largement les faiblesses technologiques du monde andin, absence d'animaux de trait, d'outils métalliques performants ou de véhicules à roues. Pour accroître encore la production, les Incas recourent massivement au déplacement de population qu'on appelle mitma. Des communautés entières sont déplacées et installées dans d'autres provinces de l'Empire. Ces transferts répondent à des objectifs économiques. Mettre en valeur des terres inexploitées, développer certaines cultures, exploiter des ressources spécifiques, mais aussi à des objectifs politiques. En fragmentant les peuples conquis, en les dispersant, l'Inca affaiblit leur cohésion sociale et réduit les risques de rébellion. Ça aussi, c'est vieux comme le monde. Ces colons ne sont pas envoyés évidemment au hasard. Vous vous doutez bien, ils sont toujours installés dans des milieux proches de ceux qu'ils connaissent déjà pour être immédiatement productifs. Dans certaines provinces, les mitmas représentent jusqu'à 80% de la population quand même. L'Empire procède comme ça à un véritable nivellement démographique, ajoutant des habitants là où ils sont rares, en retirant là où ils sont trop nombreux ou trop dangereux. Pour mieux contrôler cette masse de travailleurs, l'administration inca réorganise les populations selon un système décimal. Les foyers sont regroupés par dizaines, centaines ou milliers. Chaque unité est placée sous l'autorité d'un curaca. Lorsque les effectifs ne correspondent pas exactement aux chiffres requis, l'État n'hésite pas à déplacer des familles supplémentaires pour atteindre les quotas souhaités. La société, comme ça, est découpée, comptabilisée, mobilisée avec une précision remarquable, sans recours, je le rappelle, à l'écriture alphabétique. Les biens produits, grâce à la mita, ne circulent pas librement. Ils sont stockés, encore une fois, dans d'immenses complexes d'entrepôts situés près des centres administratifs. Maïs, pommes de terre, quinoa, vêtements, sandales, armes, tout est conservé pour être redistribué selon les besoins. La majorité de ces biens est consommée localement, par les garnisons, les fonctionnaires, les travailleurs qui accomplissent leur corvée et les cultes religieux. Seuls les objets les plus prestigieux sont quand même acheminés vers Cusco, faut pas croire quand même. Cette redistribution est au cœur du pouvoir impérial. L'Inca offre régulièrement des présents aux curaca, des vêtements de luxe, des lamas, des objets rares, des spondyles. Ces dons renforcent leur prestige local et font d'eux des obligés du souverain. En retour, ils mobilisent leurs administrés pour le service impérial. L'Inca ne peut accumuler de richesses au sens occidental, si vous voulez. Il ne peut ni investir, ni thésauriser pour produire des intérêts. Sa seule manière de transformer, si vous voulez, la richesse en pouvoir est de la redistribuer.
Cette logique explique aussi l'importance des artisans spécialisés. L'État crée de vastes enclaves artisanales où sont installés des tisserands, des orfèvres, des potiers qui viennent de tout l'Empire. Ces artisans, qu'on appelle llana, sont détachés de leur communauté d'origine et travaillent à plein temps pour l'Inca ou pour les seigneurs. Ils sont nourris, logés et dispensés de corvées. Leur statut est héréditaire. Les tisserands en particulier jouent un rôle essentiel car les vêtements de luxe constituent la principale monnaie politique de l'Empire. L'économie impériale inca apparaît comme un système de captation du surplus humain plutôt que matériel. L'État prélève du travail, organise la production, stocke les biens et les redistribue pour maintenir la cohésion sociale, nourrir les armées et récompenser les élites. Ce système permet un accroissement spectaculaire de la production et paradoxalement une amélioration relative du niveau de vie de certaines populations, notamment par une consommation accrue de viande et de biens redistribués. Mais vous vous doutez bien quand même que cette efficacité a un revers. Elle repose sur une contrainte permanente, sur une organisation lourde, sur des équilibres fragiles entre redistribution et coercition. Et quand le pouvoir central se fissure, lorsque l'Inca disparaît, lorsque la réciprocité ne fonctionne plus, eh bien là, tout le système se dérègle. C'est cet édifice impressionnant mais vulnérable que les Espagnols vont trouver déjà fragilisé quand ils entreront dans le Tawantinsuyu. En conclusion, l'Empire Inca impressionne par sa puissance, son étendue et l'ingéniosité de son organisation. En moins d'un siècle, les Incas sont quand même parvenus à soumettre des millions d'individus, à exploiter des milieux parmi les plus contraignants du globe et à faire fonctionner un État sans monnaie, sans marché, sans écriture alphabétique. Leur force ne réside ni dans la technologie, ni dans l'abondance des ressources, mais dans leur capacité à mobiliser le travail humain, à s'appuyer sur les structures locales et à transformer la contrainte en obligation collective. Mais cette efficacité repose sur un fragile équilibre. Tout tient autour de la figure de l'Inca, de sa capacité à conquérir, à redistribuer, à entretenir des relations personnelles avec les élites provinciales. Et quand ce lien se rompt, lorsque la réciprocité cesse, lorsque les rivalités dynastiques affaiblissent le pouvoir central, l'édifice vacille. L'Empire Inca n'est pas renversé de l'extérieur, en fait, il se fissure d'abord de l'intérieur. Quand les Espagnols vont arriver, ils ne vont pas faire tomber un État solide et immobile. En fait, ils vont pénétrer dans un empire immense, performant, mais déjà fragilisé par ses propres logiques de domination. Ça ne peut pas forcément durer longtemps, c'est ça le truc. Comprendre la société inca, c'est donc pas seulement admirer une civilisation disparue, c'est saisir comment une organisation politique exceptionnelle peut, par sa propre complexité, porter en elle les germes de sa chute. Et c'est là, sans doute, l'une des grandes leçons de l'histoire du Tawantinsuyu. Pour les abonnés, il y aura un bonus, évidemment, avec lequel je reviendrai sur ce que veut dire Tawantinsuyu, d'où vient ce mot, ce que c'est exactement, et puis je reviendrai aussi sur l'Inca, parce que c'est vrai que j'ai parlé de l'Inca, j'ai parlé de peuple Inca, mais ça va être intéressant de voir comment c'est venu, comment et pourquoi on parle de peuple Inca. Est-ce qu'on doit parler de peuple Inca d'ailleurs ? Est-ce que c'est logique ou pas ? Ce sera dans le bonus, mais ça c'est pour les abonnés. Je vous rappelle que pour être abonné, c'est 2 € par mois, c'est-à-dire moins qu'un café par mois, puisqu'un café à Paris sur le comptoir coûte maintenant 2,80 €. Donc c'est vous dire un petit peu jusqu'où ça va, et encore ça peut être nettement plus cher selon les endroits où vous allez. Il y aura également un épisode 3, mais là encore uniquement pour les abonnés, c'est comme ça, j'ai décidé de façon totalement arbitraire. Dans cet épisode 3, vous retrouverez toute la vie quotidienne des Incas, la médecine, la vie, la mort, les arts, les vêtements, les langues, et puis l'or, bien sûr. Est-ce qu'il y a de l'or Inca ? Voilà. Sinon, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël pour ceux qui écouteront rapidement. Pour les autres, on sera déjà en 2026. Salut à tous. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.